Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Arty à ma gauche et l'homme de l'ombre en face, que nous nommerons Monsieur X ou Lucas, qui a gentiment accepté de participer pour venir alimenter de ses réflexions notre vaste débat. Donc merci d'être venus à tous les deux. Merci. Merci à toi, ça fait plaisir d'être invité. Écoutez, avec plaisir, messieurs. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, la gestion du stress, mais également d'autres sujets dans les fins fonds d'Internet, où notre cher ami Lucas pourra participer. Avant de commencer, moi, je propose juste une présentation pour les personnes qui ne vous connaissent pas. On va commencer par Arty. Avec plaisir. Alors moi, c'est Art Milan, alias Arty, alias Bis Adoméos sur Internet. Moi, je crée du contenu de formation sur le bien-être physique et mental et surtout sur la gestion du stress, qui est un truc dont pas grand monde ne parle, mais qui pour moi est très important. Et donc, j'essaye d'imposer ça dans le débat et partout sur Internet. Ok, de mon côté, si vous avez 85 de QI, je dirais que je suis au RSA, et si vous avez 110, moi je suis un entrepreneur. On fait des sites internet et on fait vraiment que ça, on est spécialisé dans ça, on travaille avec des entrepreneurs, des influenceurs, des créateurs de contenu. Comme tu l'as dit, on est dans l'ombre, il n'y a pas de site internet, pas de réseaux sociaux, on est sur un cercle fermé. Et on se cantonne à ça, on fait pas d'autre chose que des sites internet et c'est vraiment cool. Donc voilà pour l'intro. Bonne intro. Oui, parce qu'après, il faut savoir que pour qu'on travaille avec toi, c'est essentiellement de l'affiliation ou du referral, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, on bosse uniquement en cercle fermé. C'est-à-dire qu'on va travailler uniquement avec les personnes qui connaissent nos clients ou mon réseau directement. Et en fait, ça nous permet de filtrer, tout simplement parce que de travailler avec tout le monde, c'est-à-dire que tu vas travailler avec des gens qui ne comprennent pas forcément ton métier, c'est-à-dire que c'est une perte de temps parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent, etc., etc., et c'est assez compliqué. Donc, on a pris la décision de travailler uniquement en cercle fermé depuis le début, et c'est ce qui nous permet de filtrer et de faire qu'en fait, tous nos clients ont la même vision que nous, et ce qui nous permet en fait de faire des projets incroyables et d'avoir des rendus complètement fous, où nos clients sont super satisfaits. Donc, ouais, c'est un filtre naturel qu'on a préféré faire. Et donc, si tu viens pas de la part que tu n'es pas en relation avec un de nos clients ou que tu ne fais pas partie, que tu ne connais pas une des personnes de notre réseau, on ne pourra pas travailler ensemble. Bon, on va commencer avec le premier sujet. Comment les nouvelles technologies changent aujourd'hui les codes de consommation ? Tu veux dire les codes de consommation de contenu ? Ouais, parce que toi, tu es l'un des premiers concernés, vu que tu fais de la gestion du stress. Ouais. Et toi, tu es un deuxième concerné, et moi également, parce qu'on est tous les deux à la fois créateurs de contenu pour ma partie, et toi, créateur de valeur aussi sur tes sujets. Déjà, quand tu dis les modes de consommation, tu veux dire la façon dont on se distrait, dont on consomme du contenu pour se distraire, du contenu distrayant, ou tu parles de contenu éducatif, tu parles de quoi exactement ? Peu importe, il n'y a pas de... Ok. Tu l'interprètes comme tu veux. En fait, les nouvelles technologies permettent à la fois l'accès facilité et l'abondance, mais l'abondance, elle est à double tranchant parce que qui dit abondance dit accès facilité à peu près tout ce qu'on veut, mais dit aussi abondance sur abondance de contenu, donc difficulté à discerner ce qui est vraiment utile de ce qui ne va pas nous avancer à grand chose. Donc ça devient compliqué de faire le tri et on est surchargé en fait. Et ça génère du stress, ça génère de la suractivité mentale et de l'épuisement. Donc pour moi, c'est à double tranchant. C'est une opportunité, c'est génial, mais en même temps, il faut se protéger un petit peu parce que si on prend tout ce qui vient, on devient boulimique de contenu, quoi. Et quand on est boulimique de contenu, on retient rien, on n'apprend rien et finalement, on n'a rien gagné, quoi. On a juste perdu son temps. Le stress, ça fait quoi exactement sur le corps ? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord que je revienne sur la définition de base du stress parce que souvent, c'est mal compris. Le stress, c'est une réaction de ton corps pour te préparer à répondre à une agression extérieure. Et une agression extérieure, ça peut être quelqu'un qui cherche à t'agresser, ça peut être une voiture qui manque de t'écraser, ça peut être du bruit, ça peut être des températures extrêmes, ça peut être trop de sollicitations mentales, tout ça c'est du stress. Et chacun a sa façon de réagir au stress. Le stress, ça t'éveille, ça te met en éveil. Ça te met dans une situation où tu es capable de réagir. Donc en fait, le stress, par exemple, c'est indispensable pour un entrepreneur, pour n'importe qui bosse, qui veut être dans l'action. Le stress, c'est indispensable. S'il n'y a pas de stress, s'il n'y a pas de réaction de stress, tu fais rien. Tu es apathique, tu es dans ton canapé. Tu es une loque en fait. Mais si tu génères trop de stress, tu n'es plus capable de te concentrer,
tu n'es plus capable de mémoriser, tu n'es plus capable de prendre les bonnes décisions, et tu n'es plus capable d'être lucide et clairvoyant. Tu vois ? Donc tu fais des erreurs plus vite. Bah, tu es susceptible de faire des erreurs, tu es susceptible d'avoir un manque de discernement et donc de faire confiance aux mauvaises personnes, ou de pas retenir ce que tu vas apprendre, de pas retenir le contenu que tu auras pris du temps à consommer, tu vois. C'est pour ça que moi je travaille sur la gestion du stress et que je dis qu'il faut faire attention à pas générer trop de stress pour que le temps et l'énergie que tu vas consacrer à apprendre, à te former, à créer, etc., il soit rentable, il soit bien investi. Parce que si tu passes 3 heures à consommer du contenu, à faire du multitâche, à être vraiment dans un état de suractivité mentale, au final, tu auras juste été surstimulé, tu auras eu un petit pic d'adrénaline, mais tu n'auras rien appris, tu n'auras rien construit. Et ça, c'est pour le court terme. Mais sur le long terme, ça amène quoi aussi ? Ah, bien sûr, ok. Ben, en fait, tu es comme un... Je vais te faire un parallèle. Prenons un moteur de voiture, un moteur à explosion, tu vois, il y a un compte-tours. Si tu roules en sur-régime, tu vas délivrer de la performance, de la puissance, donc peut-être que tu vas rouler plus vite et parcourir plus de distance, mais si tu roules en sur-régime pendant longtemps, tu vas t'user. Et si tu es en voiture et que tu roules en sur-régime pendant 2 heures, le moteur il va chauffer, et soit tu fais une pause, à un moment tu t'arrêtes complètement, soit le moteur il va finir par exploser en fait, parce qu'il sera trop chaud. Bah, toi c'est pareil. Si tu fonctionnes, c'est trop chaud, exactement. Si tu fonctionnes en sur-régime pendant trop longtemps, tu vas t'user prématurément, et tu vas arriver dans un état de burn-out où en fait tu seras forcé de t'arrêter complètement. Ton corps va pas te laisser le choix que de t'arrêter complètement, et donc pendant une longue période, plus ou moins longue en fonction de comment tu traites ça, tu pourras rien faire. Donc il vaut mieux rouler, il vaut mieux fonctionner dans un état de stress optimal pour être capable de durer dans le temps, tout en étant suffisamment performant, tu vois. Cognitivement ou physiquement, ça dépend de quelles sont les sollicitations, quels sont tes besoins. Et on a tendance, souvent, à partir en roue libre et à monter dans des niveaux de stress très élevés où on ne se rend pas compte, mais en fait on se fait énormément de mal sur le long terme. Et comme on a aujourd'hui tout un tas de stimulants type caféine, dans le Red Bull, dans le café, dans tout ce que tu veux, alcool, jeûne intermittent, les écrans, etc., pour se tenir et réveiller, on s'en rend pas compte. On est un peu coupé de nos sensations, de nos émotions, on se rend pas compte qu'en fait on est en zone rouge depuis longtemps. Et on se fait du mal. Ok. Comment tu gères le stress toi dans ton taf ? Déjà, est-ce que t'es stressé ? Déjà, c'est la première vraie question. En fait, il y a des études où, j'ai pas forcément les chiffres, mais les entrepreneurs ont beaucoup plus de stress que la moyenne. Et ça, c'est un fait. Moi, déjà, le premier truc par rapport au stress, en fait, il est très simple. Et c'est un conseil que je donne beaucoup en consulting aux entrepreneurs, c'est consulte un putain de psychologue, tu vois. Et ça, c'est un sujet putain de tabou parce que, c'est pas forcément d'actu. Et puis, la psychologie, c'est quelque chose de très nouveau, mais moi, la première chose, c'est que j'ai un psychologue incroyable. Donc, en fait, sur tout l'aspect personnel, spirituel, et sur la connaissance de moi, j'ai un très bon psy. Donc, déjà, je suis accompagné sur ça, et ça me permet de beaucoup mieux le gérer. Ensuite, j'ai l'activité qui me plaît de fou, en fait. Et donc, ça te limite beaucoup. Donc, en cumulé, un bon psychologue, une activité qui a du sens pour toi, je pense que ça limite beaucoup le stress. Après, on est tous stressés, hein. Je veux dire, à des moments de notre vie, à des grands moments. Mais le stress est bon. Et ce serait complètement fou de ne pas le ressentir. Parce qu'en fait, tu serais juste un psychopathe et tu serais complètement décalé de la réalité. Donc, on a tous du stress. Mais je pense que les 2 grands principes, c'est avoir un bon psychologue, faire un truc que t'aimes, et ne pas avoir de process trop compliqués aussi. Parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont plein de process. Tu vois, qui ont des trucs. C'est un message caché pour moi, ça. Non, mais si. Mais beaucoup se créent du stress parce qu'ils complexifient beaucoup trop leur process aussi. C'est-à-dire qu'ils s'éparpillent, ils ont beaucoup de choses à en penser, il y a beaucoup de trucs qui se passent, et du coup, bien sûr que c'est stressant. Parce que quand tu as des process complexes, quand tu dois gérer plein de trucs alors que tu pourrais juste simplifier ton truc, bah ouais, t'es beaucoup plus stressé. Donc en fait, un bon psychologue, une activité qui te plaît, un process assez simple où il n'y a pas trop d'étapes dans le truc, et ça limite beaucoup la quantité de stress que tu vas générer. Donc moi, je le gère comme ça. Je me sens pas forcément stressé au quotidien, je me sens plutôt bien et en harmonie. Donc je pense que ouais, c'est ma manière de faire, de simplifier les choses, d'avoir un bon psy et de continuer dans les choses que j'aime. Et je pense que c'est tout en fait, il n'y a pas de conseil miracle, tu vois, il n'y a pas de technique, comment faire pour en 3 étapes ne plus être stressé.
Je pense que ça n'existe pas, c'est une introspection, c'est un travail sur le long terme, c'est des voyages, c'est des expériences, c'est des connaissances, c'est un bon psy, c'est des bons copains, des bons amis, ça compte aussi, parce que si tu es dans une solitude, c'est très compliqué, tu te sens isolé, donc avoir des bons copains, un bon psychologue, voyager, faire une introspection, travailler sur soi-même au long terme, avoir une activité qui te plaît et travailler dessus. Et je pense qu'en fait c'est suffisant, il y a vraiment pas de technique miracle par rapport à ça. Je suis d'accord et pas d'accord. Okay. Moi aussi. Mais un exemple hyper concret, là par exemple, moi je suis je me suis implanté en Suisse parce que j'avais besoin d'un peu de calme et de sérénité, si tu veux. En fait, là-bas, je trouve un espace ressourçant parce qu'il y a la nature, il y a la connexion avec l'espace qui est juste incroyable, ça c'est un fait. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est, alors j'en parle souvent et on va finir par croire que c'est ma boîte, mais Endel, c'est une appli qui te permet de gérer tes niveaux de stress. Et tout comme quand tu respires, tu fais pas attention. Et ben cette appli, tu la mets dans les oreilles et toutes les datas que tu enregistres toute la journée sur ta montre, sur ta bague ou sur ton téléphone, c'est transmis à cette appli et elle va te créer des ambiances qui, une fois que tu mets tes écouteurs sur les oreilles, le son est spécifiquement conçu pour toi, pour te créer une ambiance et un environnement dans lequel c'est basé pour ton corps et ton rythme circadien. Et que ça soit là, en arrière-plan, sans que tu fasses gaffe, comme si tu respirais. Et cette appli, elle est redoutable, elle te donne une vélocité de malade. Quand tu as un coup de mou, là j'ai des périodes qui ne sont pas forcément très simples, elle tourne en boucle de la nuit jusqu'au soir dans les oreilles. Alors pas quand il y a des appels téléphoniques, et encore, quoique des fois ça arrive, mais ça te donne un focus qui est juste incroyable, et ça te permet vraiment de rester sharp en toute situation. Donc ça c'est le premier, c'est pour moi là où je disais que c'était discutable. Et après le deuxième au niveau stress, il y a un truc tout bête aussi, c'est le sport. Tu parlais du psy, mais c'est vrai qu'aussi faire du sport à côté, ça peut t'aider à désengorger un peu des pensées qui se sont accumulées dans ton esprit pour aller complètement te vider. Et je vois Artie qui n'est pas d'accord là-dessus, mais ça m'intéresse de... En fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, vous parlez de deux choses différentes, à mon avis. Toi, Lucas, tu es en train de parler de la gestion du stress à long terme, à l'échelle d'une vie. Donc toi, Anto, tu es en train de parler de la gestion du stress à l'échelle du quotidien. Et toi, tu parles plutôt de la gestion des conséquences du stress, alors que toi, Anto, tu es plutôt en train de parler de la gestion du niveau de stress en lui-même. Le niveau de stress étant le niveau d'activité mentale, en fait. Le niveau de, littéralement, la fréquence neuroélectrique. Tu vois. Je veux te parler un peu plus dans tes termes. Ah, j'aime bien. Onde alpha, onde bêta, onde gamma. Et c'est deux trucs complètement différents, et il faut prendre en compte les deux, parce que la façon dont tu vas gérer ton niveau de stress au quotidien va avoir un énorme impact sur les conséquences du stress à long terme. Mais les choses que tu mets en place à long terme pour limiter les sources de stress dans ta vie vont aussi t'aider. Donc les deux se complètent, les deux entrent en synergie, les deux sont indispensables selon moi. Et tu citais le sport. Le sport, c'est extrêmement important pour le système cardiovasculaire, pour s'oxygéner correctement, pour faire fonctionner, pour faire circuler la lymphe, pour aider le corps à se détoxifier. Pour le système hormonal aussi, pour sécréter les bons neurotransmetteurs, etc., pour se sentir bien, mais aussi c'est une soupape de sécurité pour se défouler. En fait, on le disait tout à l'heure, quand tu stresses, ton corps réagit et mobilise de l'énergie pour être capable de réagir au stress. Le problème, c'est quand tu ne réagis pas physiquement. Si tu génères du stress, si quelque chose te stresse, te met sous pression, mais que toi tu restes figé et que tu ne réagis pas, toute cette énergie que tu mobilises, elle se retourne contre toi, elle reste en toi. Le but, c'est de l'extérioriser par la fuite ou le combat, Henri Laborie. En l'occurrence, le sport, dans l'immense majorité des cas, c'est quelque chose de moteur, c'est une action motrice, et ça va simuler une action de fuite ou de combat. C'est pour ça que c'est une soupape de sécurité. Et toi, Lucas, tu parlais de la psychothérapie. En fait, la psychothérapie, c'est un moyen de réguler l'activité du système nerveux pour éviter... En fait, c'est quelque chose qui aide beaucoup les gens qui ont un système nerveux qui surréagit. Beaucoup de gens qui ont subi des traumatismes vont avoir un système nerveux qui va interpréter des signaux comme étant des sources de stress alors que ça n'en est pas. Par exemple, là, tu viens d'arriver, on ne se connaît pas. Si j'avais, parce que mémoire traumatique ou que sais-je, si j'étais pas à l'aise par le fait, à cause d'être regardé, parler en public, et ben là, j'aurais mon niveau de stress qui monterait. C'est complètement irrationnel parce que je risque rien, littéralement. T'en sais rien, il peut peut-être te tabasser. Hein. Ouais, si je peux me permettre de recontextualiser, il dit ça parce qu'il y a une personne qui est arrivée derrière la caméra. Okay, ouais. Non mais je dis ça parce que sinon on pourrait le prendre pour un fou qui parle à des fantômes. Non mais vous voyez ce que je veux dire.
En fait, la psychothérapie, c'est un moyen de réguler le système nerveux pour qu'il apprenne à réagir à des sources de stress qui sont réelles. Si une voiture grille le feu rouge et manque de me renverser, c'est un risque réel. Si j'arrive dans une soirée où je connais personne et que ça me stresse, c'est irrationnel, il n'y a pas de risque pour mon intégrité physique. Et donc, la psychothérapie, c'est un moyen de réguler ça et de calmer un système nerveux qui est suractivé à cause de mémoires traumatiques et d'automatismes limitants qu'on a enregistrés dans l'enfance. Donc tout ça, en fait, c'est indispensable, ça se complète et ça forme un tout. Et ça permet d'être plus serein, de générer moins de stress ou de mieux extérioriser le stress qu'on aura généré de toute façon. Parce que quand on est entrepreneur, on a un mode de vie très actif, très exigeant. On a plein de choses à gérer, plein de problématiques. On a des horaires à rallonge, on dort souvent moins que la moyenne, on ne mange pas forcément de façon régulière. Et donc, on génère plus de stress, quoi qu'il arrive. Moi, par rapport à ton app, en fait, je fais un truc de beaucoup plus simple que ça. Parce qu'en fait, j'aime vraiment pas les applications téléphone, je suis pas téléphone, je suis pas réseaux sociaux, j'aime pas ça, ça me casse les couilles. Moi, je respire, tu vois. En vrai, quand je sens que mon cerveau, il commence à être plein, ou que j'ai du stress, mais j'en ai pas souvent, mais quand j'en ai, en fait, ce que je fais, c'est juste que je respire 10 minutes, tu vois. Je me mets un masque sur la gueule, tu sais, les masques de nuit, là, de l'avion. Et sans téléphone, sans musique, sans rien, parce que ça marche pas avec moi. Moi, j'aime bien être au calme et me concentrer sur ma respiration uniquement, et pas sur des facteurs extérieurs. Donc en fait, quand je vois que j'ai un trop plein, juste moi je m'isole 10 minutes, je me mets un masque d'avion sur la gueule et je respire. Juste je respire. Pendant 10 minutes, je ferme les yeux, je respire. Et je me concentre sur ça. Et ça a juste un effet incroyable. C'est-à-dire que quand tu reviens de ça, tu peux être énervé au possible parce que, je sais pas, un projet se passe pas comme prévu. T'as des clients où t'es juste submergé parce qu'il se passe plein de choses quand t'es entrepreneur, tu vois. Tu dois gérer plein de contacts, plein de WhatsApp, plein d'appels, les clients, les machins. Et dès que t'es plein, juste tu vas dans ta chambre, 10 minutes, tu te poses, ton masque d'avion et tu respires. C'est mal parti pour finir cette phrase. Dès que t'es plein, tu vas dans ta chambre. Dès que t'es plein, ouais, je parle du cerveau. Ouais. Mais, et juste tu respires et moi ça marche. J'aime pas trop le concept de mélanger la technologie pour optimiser le fait d'être moins stressé. Après, c'est très personnel, mais on est à la limite du transhumanisme, en fait. Dans le sens où suivre des musiques, suivre des apps, suivre des gens, suivre des gourous, etc. Je sais pas si c'est vraiment fonctionnel à long terme, voire même à moyen et court terme. Je pense juste qu'il faut se recentrer sur soi-même et se connaître assez. Avoir fait une introspection assez longue et assez poussée pour juste derrière être en paix et quand ça va pas, de savoir se gérer soi-même. Donc juste de la respiration, et c'est très bien en fait. Moi ça me suffit et j'ai pas forcément besoin d'appli, mais je conçois en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des applications. Alors toi tu utilises une intelligence artificielle qui s'adapte à toi. Il y a aussi des personnes qui utilisent juste des applications type Petit Bambou, etc., Headspace et tout. Mais moi, c'est vrai que ça me déconcentre plus qu'autre chose. Je pense que je suis plus en paix quand je suis avec moi-même et avec ma respiration. Et je garde ça et je pense que c'est très bien, en fait. Donc, c'est vraiment très personnel. Je pense qu'il y a énormément de manières de gérer son stress de manière différente. Il y a des gens qui vont préférer des apps, il y a des gens qui vont préférer respirer, il y a des gens qui vont préférer se balader dans la nature pendant 1h30. C'est propre à chacun. Il faut juste se connaître assez. Et je pense que c'est la première mission, en fait, dans ta gestion du stress. C'est de te connaître assez pour savoir les moyens qui vont te permettre de déstresser assez rapidement. Mais ça part d'une recherche, ça part d'une introspection, ça part de ta vie, ça part de qui sont ton cercle d'amis, ça part de ton psy, ça part des voyages que tu as fait, etc., etc. Et de ça, par extension, bah, tu vas pouvoir mieux te connaître et donc mieux agir quand tu stresses. Mais je pense très sincèrement que la majorité des gens qui n'arrivent pas à gérer le stress, c'est qu'ils ne se connaissent pas assez, en fait. Ils n'arrivent pas assez à savoir ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils ressentent. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se sentir, en fait. Et je pense que c'est ça le vrai problème. Parce qu'en vrai, des applications ou de la respiration, c'est juste du gadget. Tu vois, c'est juste des détails. C'est pas ça le plus dur dans le process. Le plus dur, c'est de vraiment se connaître, de reconnaître que tu es stressé et de savoir le gérer en fonction de qui tu es. Donc, le plus gros travail, c'est une introspection. Je suis pas forcément d'accord, mais je vais pas rebondir là-dessus parce que ça a bouffé pas mal de temps. Mais t'es jamais d'accord. Je suis jamais d'accord, c'est pas faux. Mais c'est pour amener quelque chose en plus. C'est pas juste pour pas être d'accord. Je te taquine. Qu'est-ce que tu pourrais dire de dingue dans un podcast qui pourrait très certainement être sorti de son contexte en short? Répréhensible. Répréhensible. Le petit piège là.
Tellement de Ne le choses. fais pas, ne le fais pas, je sais que tu vas le faire. Tellement de choses. Ouais, non, mais ouais. Ok. Non, ok, pour ce côté, ça marche. Tu veux ajouter quelque chose ou juste. Ouais, rapidement, tu disais que le plus important, c'est de se connaître et de savoir qu'est-ce qui est le plus adapté à soi-même pour gérer le stress. Ça, c'est très vrai. Il y a un mec qui a fait des recherches là-dessus. Il s'appelle Harvey Milkman. Je crois que c'est un des seuls mecs que je serais capable de citer. Ce gars-là nous dit qu'on n'est pas accro à une drogue en particulier. On est accro à une manière de gérer son stress. Soit par quelque chose qui nous excite, qui nous stimule, soit par quelque chose qui nous apaise et qui nous calme, ou par quelque chose qui nous gratifie socialement. On est en plein dans la pyramide de Maslow, dans les besoins très primaires. Et en fait, si vous réfléchissez à toutes les choses pour lesquelles vous avez développé des addictions ou qui vous procurent beaucoup de plaisir, par exemple, aller courir, aller boire un verre avec des potes, fumer, boire un verre, aller à la salle de sport, tout ce qui vous traverse l'esprit coche au moins une, deux ou trois de ces cases. Il n'y a aucune exception possible. Et en fait, je pense qu'il faut se poser cette question. Ok, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'aime faire? Vers quoi je vais naturellement quand je me sens dépassé, quand je sens que là-haut ça commence à chauffer et qu'il faut que je me calme? Vers quoi vous allez naturellement? Moi, je sors et je vais mettre les pieds dans l'eau. Toi, tu as besoin de détente. Tu vois. Y a des gens, c'est la gratification sociale. C'est pour ça que les terrasses sont aussi pleines en fin d'après-midi sur Paris, tu vois. Oh, j'avais jamais. Ouais. Mec, ouais. Très quand bien tu joué. vas au bar, tu as l'alcool, ça te détend. Mhm. La cigarette, c'est un excitant. Et tu es entouré de gens, c'est gratifiant socialement. Tu te montres, tu es en terrasse comme ça. Ça coche toutes les cases. Donc Au c'est soleil. extrêmement addictif. Donc c'est un très bon business. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ça parce que ça m'a fait penser à ça, ce que tu as dit. Je voulais juste aller sur un autre sujet, si vous le permettez. Il y a. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde se met à créer du contenu. Même là, on est en train d'en faire. L'objectif, c'est d'être visible, etc. Mais c'est aussi de montrer des compétences et des valeurs. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui, sur le long terme, tient? Ou si ça doit évoluer, qu'est-ce que ça va donner? La création de contenu, tu veux dire? Ouais. Pour montrer une expérience, une expertise. Parce que là, en fait, Le personal branding. ouais, le personal branding, en fait, foncièrement dans ce podcast, on va récupérer le contenu, peut-être sur 1 heure d'enregistrement, on récupère le contenu, c'est découpé, ça fait de l'inspirationnel, ça fait de la valeur. Mais la valeur brute qui est maîtrisée, où il y a une véritable expertise, on ne la retrouve pas dans un podcast comme ça. On peut la retrouver peut-être avec parcimonie à 2-3 endroits, mais dans le temps, elle va tendre à... Beaucoup de personnes vont continuer de créer du contenu, vont venir alimenter aussi d'intelligence artificielle les différentes choses qui se trouvent sur Internet. Combien de temps ça peut tenir et qu'est-ce qui peut arriver ensuite? Je pense qu'on est déjà en plein dans la vague, là. Je sais même peut-être qu'elle est déjà en train de redescendre un petit peu. Pour ce qui est du contenu type podcast, on est en plein dans l'ascension. Mais je pense qu'il y a déjà un léger ras-le-bol de la surabondance de contenu court. Que le gros du momentum, c'était il y a 1 an. Donc peut-être qu'il va y avoir indigestion de la part du grand public. Ou peut-être que tout simplement, le contenu médiocre et moyen va disparaître de lui-même parce qu'il ne provoquera plus aucune réaction, plus aucune interaction, pendant que le contenu qui sort vraiment du lot va se démarquer. Et quand je dis sortir du lot, ça passe par 2 leviers. C'est provoquer des émotions chez les gens. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de n'avoir aucun filtre et d'être le plus soi-même possible. Parce que comme chacun est unique... Non, se pense unique. Je pense que chacun l'est. Et se pense. Je sais pas, en tout cas. Ouais, Le fait d'être soi-même le plus possible, c'est à mon avis le meilleur moyen de marquer les esprits. Il y a des gens qui, en étant eux-mêmes, vont procurer plus d'émotions chez les auditeurs que d'autres. Et le deuxième levier, et tu l'as cité, c'est de montrer de l'expertise dans le propos. Après, on le sait, le contenu court, c'est du contenu, c'est du fast-food, c'est du binge-watching, et c'est pas vraiment adapté pour délivrer de l'expertise, c'est plutôt fait pour procurer des émotions, pour faire passer de l'émotion. Et donc, je pense que les grands gagnants de la guerre de l'attention à travers les contenus courts, c'est les gens qui sont les plus clivants et qui arrivent à faire passer le plus d'émotions, heureusement ou malheureusement. Je sais pas si ça tire vraiment tout le monde vers le haut, mais bon, je pense qu'il faut pas hésiter à en jouer pour derrière
proposer du contenu qui montre plus d'expertise, du contenu plus long. Et là, je m'égare un petit peu la question de base, mais moi, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, mais c'est plus sélectif qu'avant. On peut plus se permettre de proposer du contenu qui ne soit pas réfléchi, qui ne soit pas beau dans la forme, c'est ce qu'on est en train de faire là, et qui soit aussi bien dans le fond. Il faut qu'il y ait les deux. S'il y a que la forme mais pas le fond, c'est mort, c'est pas la peine. Et s'il y a que le fond et pas la forme, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Malheureusement, le plus important, c'est la forme, mais aujourd'hui, il faut la forme et le fond, sinon, c'est même pas la peine d'entrer dans la danse, quoi. Ouais, mais parce que moi, je te prends l'exemple hyper parlant. Quand il y a eu le Covid, quantité incroyable de créateurs de contenu qui sont arrivés sur le marché. Ces créateurs-là ont explosé de 0 à 2, 3, 4 millions, voire plus d'abonnés. Aujourd'hui, ils sont tous en train d'essayer de se renouveler sur leur contenu parce qu'en fait, toutes les étapes qui font partie de l'ascension naturelle que tu as tout au long de ta vie, de franchir des nouvelles étapes, etc., ils l'ont eu, mais après coup. Ils ont grillé les étapes. Ils ont grillé les étapes, ils n'ont pas eu la construction mentale et psychologique pour aller se dire, effectivement, je viens d'avoir 1 million d'abonnés, je viens d'avoir 100 000 balles d'un coup sur mon compte, pompélope, je vais tout dépenser. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui est pas arrivé. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux commencent à disparaître, tandis que ceux qui ont su se renouveler et qui ont su aller chercher des choses qui n'étaient pas là initialement, sont en train de vraiment créer du contenu. Et on le verra, je pense, sur un autre podcast aussi qui suivra, mais où on a de la création de contenu qui est davantage plus recherchée, avec des nouveaux concepts, des choses qui sortent de l'inédit. Et en plus de ça, maintenant, tu as l'intelligence artificielle qui vient compléter le tout, où tu vas lui donner tous les contenus que tu as fait, et tu vas lui dire, bah écoute, voilà, ça fait 2 ans que j'ai fait du contenu comme ça, là ça marche plus, vers quoi je pourrais m'orienter? Et derrière ça, tu vas avoir une sorte d'assistance qui va te permettre de trouver des nouvelles lignes directrices. Mais moi, je pense que dans la façon de s'estomper, c'est comme ça que ça se produit, c'est que les gens sont lassés, donc ils regardent moins, et des fois, ils se sont attachés à des personnalités qui, aujourd'hui, ne collent plus parce qu'elles ont vécu le temps qu'il fallait, et que, voilà, au bout d'un moment, tout disparaît de toute façon. Il faut être à l'écoute du monde, des changements qui s'opèrent, et il faut faire preuve de créativité, tu l'as dit, je pense que c'est central. Il faut jamais se reposer sur ses acquis, sur ses lauriers, il faut jamais tomber dans l'excès de confiance. De toute façon, l'excès de confiance, c'est notre pire ennemi. Mais c'est une super porte d'entrée pour les opportunistes. Oui, c'est vrai. Il faut être à l'écoute des nouvelles tendances, et il ne faut pas hésiter à prendre des risques pour essayer de provoquer, de créer de nouvelles tendances. Parce que je pense que ceux qui profitent le plus de tout ça, c'est ceux qui arrivent à impulser des nouvelles tendances. Après, il y a ceux qui les suivent, mais peu d'entre eux arrivent à sortir du lot, à mon avis. Et toi ? Honnêtement, les gars, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Bah, dis-nous. En fait, je pense qu'en 2023, le teubé moyen, il peut encore tout péter sur TikTok. Le teubé moyen peut encore tout péter sur TikTok. Oui, mais c'est pas ce qu'on a dit. Mais parce qu'on dit, vous êtes en train de dire, on est sur une ère où maintenant il faut avoir du contenu un peu plus qualitatif pour machin, etc. Ou créatif. Mais non. Je veux dire, t'es une meuf, t'es bien foutu, tu danses sur TikTok, tu mets ça sur une musique un peu tendance. Dans tous les cas, t'as des abonnés. Donc en fait, non, on n'est pas du tout sur une ère où la créativité est obligatoire pour maintenant faire des likes. On est sur un algorithme nouveau, quoi qu'il arrive, encore maintenant, où en fait, tu peux faire n'importe quoi, un truc qui n'est pas forcément créatif et qui n'apporte pas de valeur, et quand même avoir beaucoup de monde. Tu fais une chorégraphie TikTok sur une musique qui est d'actualité, et tu perces. Ouais. Et c'est tout, en fait. Et c'est toujours d'actualité. C'est comme ça que tu avais percé, toi. Tu avais fait une petite danse. Exactement. Non, mais ce que tu dis là, c'est vrai quand tu cherches à faire de la distraction. Si tu cherches à faire de la pédagogie, à délivrer de l'expertise, ce que tu dis là, ça s'applique pas. Parce que si tu perces avec une danse et qu'après tu veux dire à tes followers qu'en fait tu es capable de leur enseigner quelque chose, de leur apporter une vraie valeur, ils vont pas te prendre au sérieux. Bah, si tu fais du consulting en danse, si. D'accord, ouais, effectivement. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est dans la créativité. Là, on est dans l'opportunisme. C'est un switch malin. Ouais. Mais aujourd'hui, si tu fais du contenu qui stimule les bas instincts, effectivement, tu peux toujours percer, il sera toujours possible de percer. Là, on est d'accord. Facilement. Tu peux percer tout simplement. En fait, la règle, elle est simple. Le seul truc pour percer, c'est apporter de la dopamine aux gens. Fin. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu peux danser, tu peux mettre de la musique, tu peux apporter du contenu, tu peux être divertissant, tu peux raconter des histoires. Le seul truc, c'est de la dopamine. Si le mec, en regardant ta vidéo, ça lui procure de la dopamine et que son cerveau, il fait tilt, il va te suivre et tu vas gagner des abonnés. Donc, en fait, c'est juste une histoire de dopamine.
On n'est pas encore dans une ère sélective. Et je sais même pas si on arrivera un jour à une ère sélective, parce que je pense que la société veut. Parce que j'aimerais recontextualiser un truc. J'ai appris un truc récemment. Moi, je suis pas du tout sur les réseaux, mais je suis quand même, parce que il faut. En Chine, sur TikTok, c'est pas du tout le même contenu qu'en France et qu'en Europe. En fait, en Chine, c'est un contenu uniquement pédagogique. C'est-à-dire que toutes les danses bizarres ou tous les trucs un peu sexuels, ça n'existe pas, en fait, sur leur feed TikTok. Et là, il y a d'autres choses. C'est juste que là, c'est purement politique aussi. C'est une arme. En gros, c'est une arme. Et bien sûr qu'on est en train d'affaiblir. Moi, sans partir dans une théorie du complot ou quoi que ce soit, moi, je pense que la Chine avait prémédité ça. Et dans leur algorithme, c'est dit, on va rendre teubé l'Europe et les gens qui sont en face de nous. C'est quelque chose de réel. Hein. Moi, je pense, tu vois. Parce que si là-bas c'est un contenu pédagogique et que chez nous c'est un contenu très sexualisé, parce que c'est ça en vrai TikTok, c'est très sexuel, c'est très high dopamine, etc., etc. Donc on est sur quelque chose de très différent, mais je pense qu'en Europe on sera jamais touché par le fait de devoir être créatif pour pouvoir percer. Je pense que ça va perdurer pendant des années. Je pense que ça va rester comme ça et que c'est quelque chose de voulu, de manière volontaire. On fait péter des gens qui ont aucun talent et qui font de la merde en vrai. Et c'est comme ça, et c'est ok en fait, c'est fine. Après, bien évidemment, les créatifs vont aussi péter et vont aussi percer, et c'est très bien. Mais si t'as pas de talent, tu peux encore percer, et je pense que ce sera comme ça pendant les prochaines années en France et en Europe. Pas qu'en France, c'est pas le seul pays concerné. Et c'est juste voulu, en fait, je pense, parce qu'en Chine, t'as pas ça du tout, en fait. Y a pas de meuf qui danse ou qui twerk sur ton feed. Ouais, j'ai compris que c'était très dangereux à l'échelle d'une civilisation tout entière. Mais bien sûr, et moi je pense que c'est une arme bien plus puissante que juste de faire une guerre en fait. Genre juste d'affaiblir une population en les rendant de plus en plus teubés et dépendants à la dopamine, c'est beaucoup plus puissant que de sortir des armes. Ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, parce que si tu t'adresses à des teubés, tu peux faire ce que tu veux en fait. La manipulation est beaucoup plus simple. De ce point de vue-là, le contenu à la con a de beaux jours devant lui, et je pense que tu as raison là-dessus, mais bien sûr. Moi, la question que tu as posée, je l'ai perçue, enfin pour moi je l'ai compris, comment faire pour continuer à pouvoir percer aujourd'hui avec du contenu un petit peu plus exigeant cognitivement parlant, et là, c'est plus complexe, mais je pense que c'est encore possible. Il faut juste être un peu malin et utiliser en fait, jouer sur des leviers psychologiques pour derrière rediriger sur quelque chose d'un peu plus profond et construit. C'est ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce que j'ai fait. Attends, tant qu'on est là, raconte juste ce qui s'est passé sur ton compte Instagram où t'es passé de 10 000 abonnés. Ça faisait combien? Même pas. 6 mois. Je te refais l'histoire. Vas-y. Moi, je voulais parler de gestion du stress, qui est quand même un sujet complexe et compliqué. Et je me suis dit, j'avais commencé à créer des vidéos courtes, c'était en août de l'année dernière, et je me suis dit, bon, ça faisait des années que je lisais des bouquins sur la manipulation, la persuasion, la vente, les leviers psychologiques, etc., la psychologie humaine. Et je me suis dit, il faut que j'applique tout ce que j'ai appris pour créer une vidéo, pour créer un short qui va titiller les bas instincts des spectateurs pour essayer de provoquer un buzz. Et j'ai fait une vidéo de 30 secondes qui était juste une énumération des symptômes liés au stress chronique, suivie de quelques techniques de copywriting et de quelques techniques de persuasion et d'un appel à l'action pour inviter les gens à s'abonner. Cette vidéo, elle dure 30 secondes. Je l'ai publié, c'était en septembre dernier. Je l'ai publié sur TikTok, je venais de créer mon compte, j'avais 0 abonnés. La vidéo a fait 2 300 000 vues, 80 000 abonnés, des milliers de partages, explosion. Le même jour, je publie la vidéo sur Instagram, c'était mon compte perso que j'avais depuis des années, il y avait moins de 4 000 abonnés. Et la vidéo a percé, de la même façon que sur TikTok, elle a percé aussi sur Instagram, elle a fait 3,7 millions de vues, 115 000 abonnés en 2 semaines. Juste sur une vidéo de 30 secondes, en fait, qui parlait à tout le monde. Tu vois, je me suis adressé aux bas instincts des gens, j'ai joué sur la peur, j'ai joué sur le mystère, j'ai joué sur la tension, pour essayer d'introduire un sujet complexe. Et ça a marché, je pensais pas que ça marcherait autant, j'avais pas du tout la prétention que ça marche à ce point-là, donc c'était une très belle surprise. En même temps, c'était le timing le plus parfait, parce que rentrée des classes, guerre en Ukraine, climat d'anxiété générale, crise, inflation, plus au moment où Instagram avait ouvert grand les vannes des shorts et cherchait, j'ai l'impression, à renouveler un petit peu sa base d'influenceurs pour essayer de rattraper le retard qu'ils avaient sur TikTok. Donc toutes les planètes étaient alignées et le résultat, il a été incroyable. Et c'était exactement ça, c'était créer du contenu très grand public pour ratisser large en jouant sur des leviers psychologiques qui concernent tout le monde, qui ne sont pas propres à un algorithme ou à un autre, c'est vraiment la psychologie humaine pour parler d'un sujet complexe. Et depuis
le nombre d'abonnés a baissé parce que maintenant, je publie des vidéos qui sont un peu plus travaillées, un peu plus profondes, qui sont un peu plus exigeantes cognitivement. Et donc, il y a plein de gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, je me désabonne. Hashtag écrémage. Hashtag écrémage. Hashtag quand tu pêches au chalutier, tu ramasses des espèces que tu veux pas manger, tu les rejettes par-dessus bord, tu vois. Pour le dire très clairement. Et donc, le tri se fait tout seul. Je suis pas très poisson, moi. En même temps, je pense que j'ai gagné du temps. Tu vois. Il faut. Avec tous les revers de la médaille que ça implique. Quand tu te retrouves avec 115 000 abonnés d'un coup, dont des gens qui sont très fragiles sur le plan psychologique, tu peux pas tout te permettre. Parce que ça peut se retourner contre toi. Si tu choques 10 000 personnes et qu'ils te signalent en masse, bah, tu perds ton compte. T'es baisé. Donc c'est une stratégie à double tranchant. Il se trouve qu'elle a fonctionné. Je pense que dans certaines niches, c'est la bonne stratégie, mais peut-être pas dans toutes les niches. J'aimerais bien revenir sur le personal branding, parce qu'il y a des gros dangers à ça. Et les gens se rendent pas compte. Tu vois, parce que c'est un truc qui est vraiment loin. Il y a des gros dangers. Mets pas ta main devant l'objectif. Parce que vous l'avez pas, vous, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout à l'heure, il a voulu mettre absolument sa casquette. Donc on lui a laissé mettre sa casquette. Bah, absolument, j'ai mis ma casquette, quoi. Mais Mais voilà. Et à chaque fois, on a un problème de focus. Bref, c'est un problème de focus, désolé, c'est ma faute. Au niveau du personal branding, il y a des vrais dangers. Pourquoi ? Bah, le premier truc, c'est que les gens, ils jouent des putains de personnages. Et c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'il y a des gens que moi je connais en perso qui sur les réseaux sont complètement des autres personnes. Et ça, si on commence à aller sur un truc très psychologique ou sur une psychanalyse, bah, c'est des choses qui peuvent être très dangereuses. Parce que tu peux te dépersonnaliser. Tu peux te détacher de la personne que tu es réellement. Tout ça parce que sur les réseaux, tu joues une personne qui n'est pas du tout toi. Et si tu fais ça, tu risques de te perdre. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très clivants sur les réseaux, tu vois. Ils enchaînent, ils font des trucs de fou, alors que dans la vie ils sont pas du tout comme ça. Et c'est un vrai danger. Nous on en rigole, mais ces gens-là on sont pas bien du tout. Et tu le vois sur leur gueule en vrai. Des fois c'est l'inverse. C'est-à-dire des gens qui veulent être très très lisses sur les réseaux et qui dans la vraie vie sont eux-mêmes, donc en fait ne plaisent pas à tout le monde. Et comme ils sont pas à l'aise avec l'idée de se faire des ennemis ou que des gens les critiquent, ils n'arrivent pas à se lâcher. Dans les deux cas, c'est un problème. Après, si tu veux aller vraiment très très loin, il y a des mecs qui sont énormément connus maintenant. Tu leur dis, qui donnent une atmosphère un peu, ils sont gentils, tout plein, etc. Tu les connais en off, les mecs, c'est des déglingos. C'est des déglingos, ils n'ont rien à voir avec la personnalité en public qui montre. Et en fait, ça c'est le problème aussi du contenu court, c'est que l'esprit critique des gens a complètement été démoli à la fronde parce qu'on leur a montré qu'en un minimum de temps, on pouvait amener un minimum de valeur. Et quand c'est des gens qui, sur le long terme, quand tu commences vraiment à les connaître, à les découvrir, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout ça. Mais ramener sur un short de 30 secondes, tu te lis d'une amitié indirecte où tu te dis, ah ouais, bah tiens, en fait, il est cool. Et ça peut être, par exemple, les pires escrocs. C'est une généralité, mais il y a personne qui est visé volontairement. Mais c'est des choses qui... Dis des noms, putain. Des noms, putain. Bien, bonne réponse. Belle esquive. Mais non, mais c'est très dangereux. Le personal branding, il faut savoir bien le gérer. Tu vois, genre James, allez, je sais pas si tu vois qui c'est. La balle perdue. Ah, c'est toi. Ok. Ouais, j'avoue, James, putain. Mais en fait, James, vous savez pas, mais c'est la personne qui nous a prêté le podcast. Mec super smart, venez vraiment ici. C'est une spirale parce que aujourd'hui, les gens, ce qui fait réagir les gens, c'est la polarisation, c'est la polarité. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est tentant de polariser son discours et donc de rentrer dans un personnage qui est de plus en plus caricatural, qui est de plus en plus clivant, qui est de plus en plus manichéen. Et je pense que il n'y a pas grand monde qui est suffisamment stable émotionnellement pour ne pas être impacté en jouant à ce jeu-là dans sa vraie vie. Tu vois. Pour moi, 90% des gens ont besoin d'une psychothérapie ou auront besoin d'une psychothérapie dans leur vie. J'en fais partie. Et bien, tous ces gens-là, parmi eux, ceux qui s'amusent à jouer des personnages clivants ou à rentrer dans cette spirale infernale pour faire réagir sur Internet, ne se rendent pas compte de l'impact que ça va avoir sur eux. Et pas seulement quand ils incarnent leur personnage, aussi dans leur vie de tous les jours. Et d'ailleurs, historiquement, ça a toujours été comme ça. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Seb. À l'époque, les gens qui faisaient du théâtre c'est ce que j'allais dire. Étaient déconsidérés par l'Église parce qu'on considérait qu'ils perdaient leur âme. Parce que comme ils étaient capables de feinter l'émotion, de montrer une émotion qui n'était pas la leur,
on considérait que c'était le diable, tu vois. Mais de tout simplement rentrer dans des rôles, dans des personnages qui ne sont pas eux. Et c'est pour ça que le métier d'acteur est très compliqué. En vrai, parce que à l'écran, toi, tu trouves ça simple. Mais il faut se dire que le mec, il rentre vraiment dans le personnage, tu vois. Il va vraiment au fond du truc, il va le chercher, il va vivre des émotions, il va être dans le truc, mais c'est pas lui. Genre Joker. Exactement. Joker. Par exemple. Le mec est mort. Par exemple, mais même des trucs qui sont beaucoup plus simples que ça. Bien sûr. Attends, tu parles de Joker le dernier ou le Joker qui Ah joue non, dans non, Batman non, pas le dernier. Heath Ledger qui jouait le Joker dans le Batman de 2008. Oui. Il est mort après le tournage d'une overdose de somnifères parce que son rôle l'avait rendu fou. Ouais. Tu vois. Et il y en a plein, et même sur des rôles un petit peu plus lisses que celui du Joker qui est complètement fou. Parle pas mal de lui, s'il te plaît. Il est bien. Je suis d'accord. Je ne t'aime pas. Mais même sur des rôles qui sont plus lisses, qui sont plus fluides en fait, tu te déshumanises, c'est-à-dire que c'est pas toi, tu joues un rôle. Et à force d'enchaîner le jeu de rôle, bah, tu peux te perdre. Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont complètement perdus et déconnectés de la réalité. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont sous drogue. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui finissent très mal. Parce qu'en fait, tu te perds complet. T'es plus toi-même. C'est-à-dire que t'es enfermé dans un tas de rôles qui n'est plus le tien. Et le personal branding, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu commences à créer un personnage qui est très différent de tes valeurs à toi, parce que si tu joues un personnage et que t'extrapoles un tout petit peu ta manière de penser, ça va, tu risques pas forcément de te perdre. Mais il y en a qui vraiment jouent des trucs complètement différents. Ils sont dans un autre game, tu les vois sur les vidéos, c'est pas du tout les mêmes qu'en vrai. Mais ces gens-là vont finir dans une dépression absolue. Parce qu'en fait, c'est complètement se perdre. Tu sais plus qui t'es, tu sais plus comment t'identifier en fait, parce que tu sais plus si tu dois être le personnage, la personne, avec qui, comment, etc. Et donc c'est très compliqué, c'est les dangers du personal branding, il faut faire très attention à ça. Et moi tu vois, volontairement c'est pour ça que j'y suis pas aussi. Parce qu'en fait c'est un jeu dangereux, tu peux être tenté. Attends, je me permets de rebondir. Moi il y a un truc là-dessus. Ouais. Après tu sais, moi j'ai eu l'accident et tout, ça a changé pas mal de choses. Pour autant, ça enlève rien que je sois devant une caméra, que je ne sois pas ou autre. Il y a quand même il y a un aspect psychologique sur les émotions, sur les façons de les interpréter, etc., qui fait que ça peut aussi être propre à chaque personne. Bien sûr. Ou ça leur donne la possibilité à eux d'être sous le joug d'une nouvelle impulsion qui pourrait potentiellement les révéler, tu vois, de se sentir exister. Moi, là, par exemple, en ce moment, le problème, c'est que j'ai des dérives où je me dis, ok, en fait, on est dans une simulation. Pourquoi ? Parce que... T'as trop fait de rêves lucides, je crois. Alors ça, c'est vrai qu'en ce moment, on travaille pas mal avec le petit groupe là-dessus. Mais enfin, si on met ça de côté, le premier point, c'est que de base, moi, j'ai eu l'occasion de bosser déjà beaucoup de fois dans le dev, dans l'ingénierie numérique. Et je me dis, quand tu regardes un peu le travail sur les machines, les ordis, etc., tu te dis, ouais, ok, c'est quand même pas impossible que tout ça soit simulé et que tout ça fasse partie d'une immense simulation où on irait même simuler la conscience. C'est pas très catholique, c'est pas très en lien avec les religions, etc. Ah, mais t'es en train de dire que la vie est une simulation ? C'est une option. C'est une option. Que c'est une option et que même si c'était le cas, personne pourrait te dire clairement, au même titre que Dieu et plein d'autres choses, oui, Dieu existe, oui, Dieu n'existe pas. Personne n'a la réponse. Personne n'a la réponse aussi pour est-ce qu'on est dans une simulation ou pas. Et ça, même dans le personal branding. Perso, moi j'ai la réponse. Éclaire-nous. Ah. Effectivement, je suis beaucoup plus éclairé. Ce que je te propose, Dieu du web, c'est que vu qu'on ne peut pas te suivre sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quand même un endroit où les gens peuvent te contacter ? À l'église ? Non. Dans le confessionnal ? D'accord. Donc si les gens veulent te parler, comment ils font ? Bah ils font pas. D'accord. Pas cool, mec. C'est vraiment pas vrai. Laisse une possibilité. Non, à la limite, ouais, non, en fait, il n'y a pas de limite. Non, laisse tomber. C'était un gars no limit un peu, toi. No limits. Bah, désolé, je suis chez moi, je fais ma promo. Bon, c'est pas très grave. Mais ok, et du coup, bah, toi, Arty, est-ce qu'on peut quand même te contacter ? Moi, on peut me contacter, j'essaie d'être un peu partout, en fait. On peut me contacter je suis plus actif sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est @omeos, ad-omeos. Sur Twitter, c'est pareil. Sur YouTube, c'est pareil. Sur LinkedIn, c'est pareil.
Donc il y a beaucoup de possibilités, c'est pas compliqué. Il devait dire Twitter, mais il sait que s'il dit Twitter... J'ai pas dit Twitter. Je vais le tuer, parce que ça fait 200 Mais si, je l'ai dit. ans. Attends. Instagram, Twitter, LinkedIn. Ah ouais, ok. Ça fait beaucoup, hein. Non mais parce que je l'ai engueulé, parce que je lui ai fait un Ouais, c'est loom vrai. exprès pour lui présenter comment il pouvait utiliser Twitter pour scale rapidement, il a même pas regardé. Putain, quelle indignité. Quelle indignité. Sur le service public. Je vais le regarder en rentrant, c'est promis. En Ouais, plus, je suis ça dedans marche. là, je me suis lancé sur Twitter il y a 2 semaines. J'aime bien parce que justement, ça revient sur ce qu'on disait sur Twitter, je me libère beaucoup plus ma parole que sur Instagram. Parce que j'ai l'impression que sur Twitter, c'est vraiment une bande de fous furieux, ils sont prêts à tout entendre. Et pas sur Instagram. Les gens qui me suivent sur Instagram, pour certains, ne sont pas prêts à entendre certaines choses. Et j'attends, j'y vais doucement, je lâche quelques indices pour qu'ils partent d'eux-mêmes avant la tempête, quoi. C'est en bonne voie. Ok. Bientôt, on repasse sous la barre des 100K bientôt, il y aura une annonce pour l'occasion. Il y en a, ils cherchent toute leur vie à essayer de grimper sur les réseaux sociaux. Arty, il essaie de faire l'inverse. Mais c'est pas grave, c'est bien, c'est très bien. Non mais vraiment, c'est un vrai sujet. L'écrémage. Dans Je veux une communauté qui me ressemble, qui partage mes valeurs et qui sera pas choquée quand je ferai appel à leur sens de la responsabilité individuelle, tu vois. Ça nous laisse des bonnes pistes pour le prochain podcast. Carrément. Très bien. Et ben écoutez, merci encore les gars d'être venus. D'être Avec plaisir. sortis de l'ombre l'espace d'un instant pour venir nous parler. Grave cool, frérot. Merci à vous de nous avoir suivis. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, eh bien, on laissera les informations en lien de la description. Pour Lucas, malheureusement, on ne laissera rien. Mais, Allez, on laisse un WhatsApp. on laissera un WhatsApp. Ouf, c'est dangereux sous une vidéo YouTube. Très dangereux. Mais on verra ça. Et en attendant, merci à tous. C'est des vidéos qu'on étaye au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, ça nous intéresse. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis fin de transmission.